Bonsoir à tout le monde. Mon nom est donc Damien Bouvier et effectivement, je suis maître de conférence ici à l'Université Savoie-Mont-Blanc, à la faculté de droit. Je suis spécialiste de droit européen. Vous savez, à l'Université Savoie-Mont-Blanc, à l'USMB, comme on dit ici, il y a 3 campus principaux. Il y en a 2 dans l'agglomération chambérienne et puis il y en a un à Annecy. Et à Annecy, la faculté de droit, on développe des formations qui ont un lien avec l'européen et l'international, notamment une double licence en droit et langue et un master en droit transfrontalier. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que moi, je suis co-directeur de la licence qu'il y a à Annecy, mais je suis aussi donc basé à Jacob, sur le site de la faculté de droit, le site historique, on va dire. Et c'est toujours un plaisir d'être ici en ville, dans le cadre des Amphis pour tous. Pour nous, c'est un plaisir. Pourquoi? Parce que ça peut paraître pas forcément évident parce qu'on est à l'université, mais on est ici un peu hors les murs, puisque justement, on s'adresse à un public, à une audience qui ne sont pas nos collègues, qui ne sont pas des étudiants. Et en tout cas, c'est avec grand plaisir que nous, on a pu constater que la proposition qu'on avait faite sur le thème qui s'affiche derrière vous avait été retenue. Comme je vous le disais, je suis spécialiste de droit européen et au sein de la faculté de droit, on a travaillé sur un programme de recherche dans le cadre d'UNITA, et je vais vous expliquer ce que c'est, sur justement ce thème-là, sur l'université européenne. Et on a déjà eu, et on continue d'ailleurs d'avoir des activités scientifiques et de recherche dans ce cadre-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir parler de nos recherches avec un public plus large et avec peut-être des sensibilités qui sont un petit peu différentes de la communauté scientifique. Et donc, c'est ça qui, en tout cas, moi, personnellement, m'a motivé à venir à votre rencontre. Et j'espère que je pourrai vous transmettre tout l'intérêt, voire toute l'excitation que j'ai sur ce sujet-là. Cette conférence, elle est intitulée un peu, selon le titre, alors pas forcément provocateur, mais en tout cas sous la forme d'une interrogation, Université européenne, est-ce l'université de demain? C'est une question et c'est comme ça qu'on va l'aborder. Et puis à la fin de la conférence, effectivement, vous aurez le temps, alors pour prendre la parole, mais peut-être aussi pour vous donner la réponse à la question. Peut-être que justement, c'est ça, on pourra confronter nos points de vue et vous pourrez dire si, en guise de synthèse, après tout ce que j'ai présenté, si, selon vous, c'est l'avenir ou pas. Voilà. La présentation que je vous fais ce soir sera organisée autour de ces points principaux qui s'affichent derrière moi. Alors, je ne sais pas si vous le savez, donc, comme ma tenue l'indique, je suis juriste, et vous savez que nous, les juristes, on est très binaires. Hein. Le bien, le mal, coupable, non coupable, et normalement, on fait toujours des démonstrations en 2 parties. Et là, j'ai fait œuvre d'une incroyable originalité, puisque cette présentation, outre l'introduction et la conclusion, elle aura 3 parties. Alors c'est vrai que la première partie est une partie un petit peu introductive, mais l'idée c'est de définir et puis de poser quelques éléments pour qu'on puisse bien comprendre ensuite justement le cœur de notre sujet. Donc allons-y pour l'introduction, peut-être juste, c'est une université, la photo là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une église, c'est pas le château de Harry Potter, c'est une université, c'est l'université de Glasgow. Avec lequel on a des partenariats. On y était il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, qui illustrent cette introduction. Peut-être quelques chiffres qui nous permettent de comprendre les enjeux liés à ce questionnement de ce soir. L'université européenne est-elle l'université de demain? Mais avant, peut-être... Quand on parle d'Europe, il faut juste faire une précision. Puisque vous savez, il y a finalement 2 Europes. Il y a la grande Europe, celle qui rassemble une 50aine d'États et qui est une vision très continentale depuis l'Islande jusqu'à la Turquie, qui inclut la Russie, qui inclut l'Azerbaïdjan, par exemple. Cette Europe-là, elle se réunit au sein d'une organisation européenne qui a son siège à Strasbourg. Il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui est rattachée à cette organisation. C'est la Grande Europe qui
ne nous concerne pas ce soir, puisque nous, on inscrit notre réflexion, on inscrit notre présentation dans, alors on ne va pas appeler ça la petite Europe, mais dans l'Union européenne. L'Union européenne, c'est celle qui s'affiche justement là. Les États membres sont au nombre de 27 actuellement. Et puis vous voyez en bleu ciel les États qui sont officiellement candidats, les États qui l'ont été en rouge, et puis le Royaume-Uni qui, depuis le Brexit, ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc nous, quand on s'interroge sur l'université européenne, on s'interroge dans le cadre de l'Union européenne. D'accord ? L'Union européenne, si on compare avec l'autre grande Europe, l'Union européenne, ce n'est pas simplement qu'il y a moins d'États. L'Union européenne, c'est aussi un espace d'intégration. On va donner quelques éléments. Un espace d'intégration qui est juridique, qui est politique, qui est économique aussi. Ce sont des États qui sont solidaires, qui se font confiance mutuellement et qui sont intégrés dans le sens qu'ils sont interdépendants. Alors, il est vrai que depuis quelques années, on a tendance, notamment dans les médias, aussi dans les discours politiques, de mettre en avant ce qui sépare, ce qui désunit les États membres ou lorsqu'ils n'ont pas tous la même vision de quelque chose, les dissonances. Voilà. Mais pourtant, il y a une vraie intégration qui est en marche depuis quelques années déjà et qui fait que l'Union européenne est un bloc qui peut permettre justement l'émergence de projets de type l'université européenne. Les chiffres dont je vous parlais sont ceux-ci. Alors en 2023, nous sommes 448 millions d'Européens donc dans l'Union européenne. Parmi ces 448 millions d'habitants, on a 17,5 millions d'étudiants, 1,3 million d'enseignants et 1,7 million de chercheurs, sachant que les enseignants-chercheurs, certains sont à la fois enseignants-chercheurs, certains ne sont que chercheurs, certains ne sont que enseignants. Et puis, parmi ces chiffres-là encore, parmi les 17,5 millions d'étudiants, 4 millions à peu près sortent avec un diplôme chaque année. Il y a beaucoup plus d'étudiants que diplômés, c'est normal, parce qu'à l'université, en général, on n'a pas son diplôme au bout d'un an. Donc tous les ans, tous les étudiants n'ont pas un diplôme. Et parmi ces 4 millions de diplômés, 364 000 étudiants étaient en mobilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 354 000 étudiants séjournaient pour un semestre, pour 2 semestres, bref, pour une durée assez conséquente, hors de leur pays d'origine. C'est ce qu'on appelle la mobilité. Donc, c'est ça les enjeux de notre conférence de ce soir. Potentiellement, l'université européenne, elle est quelque part, on va le voir, préfigurée, presque déjà expérimentée par au moins 354 000 étudiants et elle intéresse potentiellement au moins 17,5 millions d'étudiants, sans compter les enseignants et les chercheurs. Pour peut-être quelques mots pour la France. La France, dans cet espace européen, elle, de plus en plus, est séduite. Alors, quand je dis la France, les étudiants français, finalement, sont de plus en plus séduits par cette mobilité européenne, puisque en 2023, pour la première fois, la France était le pays qui envoyait le plus d'étudiants à l'étranger en mobilité. Alors c'est vrai qu'il faut finalement comparer ce qui est comparable. Il est normal que le premier pays exportateur un petit peu d'étudiants à l'étranger, ce ne soit pas Malte, parce que vous savez que Malte, c'est le plus petit pays de l'Union européenne. Mais le plus grand pays dans l'Union européenne, le plus peuplé, ça reste l'Allemagne. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce que l'Allemagne soit le premier pays en termes de contingent d'étudiants qui partent à l'étranger. Et puis, finalement, ça l'a été pendant de longues années. Et dorénavant, c'est la France qui se place en premier. La France envoie majoritairement ses étudiants dans 2 pays, en Belgique et en Espagne.
Bien sûr, il y a d'autres pays comme l'Italie, comme alors aussi hors de l'Union européenne. Et c'est environ 70 000 étudiants, 70 000 mobilités qui ont été constatées pour la période de 2023. Donc chez nous aussi, hein, cette question de l'université européenne, pour nos étudiants aussi. Et puis alors on verra spécifiquement encore pour l'USMB, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. C'est pas si étonnant que ça, ces chiffres-là qui montrent un certain succès, et on va expliquer le succès, il est en plus exponentiel, c'est-à-dire qu'il s'accélère de plus en plus, hein, on voit un phénomène d'accélération. C'est pas si étonnant que ça, parce qu'en réalité, on est ici, on s'inscrit ici dans un lent processus, dans un processus structurel, mais qui est assez profond, d'une intégration européenne qui sert aussi l'enseignement supérieur. C'est ce qu'on va voir justement dans cette première partie. On va faire un petit peu un retour. Alors je sais que la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes ici, vous avez déjà sans doute quelques connaissances sur l'intégration européenne. Mais juste, nous, on va rappeler quelques éléments qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion justement par rapport à l'université européenne. Quels sont les liens ou comment l'intégration européenne, elle a servi ou elle s'est saisie de l'enseignement supérieur? Bon, très rapidement, sans faire un cours de droit de l'Union européenne, d'intégration européenne, rassurez-vous, vu l'heure tardive, nous allons être simples et efficaces. Mais on repart d'un peu le début, en 1950, la déclaration Schuman. Vous savez, le 9 mai 1950, Robert Schuman est le ministre des Affaires étrangères français. Il est aidé par un certain Jean Monnet, qui est le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Et il prononce un discours, une déclaration dans le salon de l'horloge, le salon du Quai d'Orsay à Paris. Cette déclaration, d'ailleurs, tous les 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Hein, ça va donner, alors pas dire fête nationale pour l'Europe, en tout cas, la fête de l'Europe, c'est le 9 mai. On considère que l'ADN de l'Union européenne est dans cette déclaration. Qu'est-ce que c'est cette déclaration rapidement? C'est un appel qui est fait par Robert Schuman, alors qui vise les Allemands, qui vise l'Allemagne, mais qui est ouvert. D'accord ? Et d'ailleurs qui sera rejoint par plus que l'Allemagne. Mais l'idée est celle-ci, de fonder ce qu'on appelle une intégration sectorielle, c'est-à-dire dans un secteur particulier qui est pour le coup double, le charbon et l'acier. Mettre en commun, avec, la France propose à l'Allemagne, donc, de mettre en commun la production, la distribution, l'utilisation du charbon et de l'acier. Elle propose à l'Allemagne cette mise en commun, cette intégration sectorielle, et puis l'appel reste ouvert à tous les États qui seraient intéressés à rejoindre l'initiative. Pourquoi le charbon? Pourquoi l'acier? Vous savez, à l'époque, on est donc en 1950, il faut reconstruire l'Europe, qui a été ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Comment on reconstruit à l'époque? Avant tout avec des poutrelles en acier, et puis on utilise l'acier pour beaucoup reconstruire. Okay. Et quelle est la première source d'énergie de l'époque? C'est le charbon. C'est le charbon qui permet aux trains de se déplacer, c'est le charbon qui alimente les centrales électriques au charbon. Et donc, le charbon et l'acier sont des ressources, des ressources particulièrement incontournables dans ces années de reconstruction. Alors, c'est pas que ça, hein, Schuman ne le dit pas dans sa déclaration, mais le charbon et l'acier, c'est aussi très important pour une industrie bien particulière. Une industrie qui est l'industrie de la guerre. Et donc l'idée, c'est que si l'Allemagne et la France sont en commun pour contrôler la production du charbon et de l'acier, il ne pourra plus y avoir de production d'armes de guerre, et d'armes de guerre lourdes notamment, l'un dans le dos de l'autre. On annihilie, on désamorce les potentialités d'un autre conflit. Hein. Rappelez-vous, en 1950, on sort pour la 3e fois d'un conflit qui a eu des conséquences mondiales et qui a opposé les Prusses, puis
enfin la Prusse puis l'Allemagne, à la France. Donc essayons d'éviter ça. Et ça, c'est le moyen que trouve Robert Schuman. Pourquoi c'est une mise en commun, mais ça va plus loin? Pourquoi c'est une intégration? Parce que, et c'est là l'idée de génie de Robert Schuman, c'est de dire, bon, on a vu ce que ça donne quand on fait confiance aux États. Pourquoi est-ce qu'on ne confierait pas ce mandat, le mandat là, de contrôler la production du charbon, de l'acier, la distribution, l'utilisation? Pourquoi est-ce qu'on ne confierait pas ce mandat à une haute autorité? Pour lui, dans sa déclaration, c'est une haute autorité. Cette haute autorité, c'est la prédécesseur de la Commission européenne. Okay, c'est ce qui va devenir la Commission européenne. Et cette haute autorité, les États, lui donnent le pouvoir d'adopter des décisions qui vont s'imposer aux États. Les États ils engagent leur responsabilité, ils devront respecter les décisions de cette haute autorité. Cette déclaration, elle est assez révolutionnaire pour l'époque et donc elle rencontre un succès immédiat. Un succès immédiat chez les Allemands, mais aussi chez 4 autres pays qui vont devenir les 6 États fondateurs. Et vous les connaissez déjà, vous pouvez les reconnaître parce que sont personnifiés par les jeunes demoiselles que vous voyez derrière moi. Donc la France, l'Allemagne, qui sont rejoints par l'Italie, le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. Et ça, c'est le début de l'histoire. D'accord ? Ils signent donc le traité CECA, qui établit la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui rentre en vigueur, il le signe en 1951, il rentre en vigueur en 1952. Ça, c'est la première étape. Donc ces 6 pays-là mettent en commun la production du charbon et de l'acier sous, justement, le contrôle de cette haute autorité. Les premières institutions communautaires vont être créées. Ces 6 États-là font le constat très vite que c'est un grand succès et que ça fonctionne. Et ils voient tout le bénéfice. Ils voient tout le bénéfice de cette opération. C'est pour ça que rapidement, emmenés par Paul-Henri Spaak, qui est le Premier ministre belge de l'époque, ils décident, 1955-1956, ils décident d'élargir cette intégration. Pourquoi se limiter au charbon et de l'acier ? Finalement, autant élargir à d'autres domaines économiques. Et c'est pour ça que seront signés en 1956 et rentrent en vigueur en 1957, et c'est l'illustration que vous avez, 2 autres traités qui créent 2 autres communautés, la communauté économique européenne, qui a vocation à fonder un marché commun, mais sans limite, c'est plus simplement l'acier ou le charbon, un marché commun qui potentiellement va couvrir tous les domaines, sauf exception, qui sont définis d'ailleurs dans le traité. Et puis, on laisse à part, on crée une communauté à part pour un sujet qui est assez sensible, la communauté européenne de l'énergie atomique, où on estime que dans ce domaine-là, il faut de la coopération, entre les 6, toujours, il faut de la coopération, mais ça vaut le coup peut-être d'envisager des procédures particulières, ou en tout cas, de ne pas considérer que c'est un marché comme un autre, ou en tout cas un bien comme un autre. Donc, un 3e traité qui est distinct, mais qui est signé le même jour par les mêmes partenaires et qui isole la coopération dans le domaine de l'énergie atomique. Et c'est ça pendant très longtemps que va constituer l'intégration européenne. Ces communautés européennes dont vous avez entendu parler, dont vous vous souvenez, qui n'existent plus, on va comprendre pourquoi. Ces 3 communautés, c'est celle-ci. La communauté européenne du charbon et de l'acier, la communauté économique européenne avec un marché économique et la communauté européenne pour l'énergie atomique. Alors, attention, on entend beaucoup de choses. Et parfois, dans le discours politique, on a l'impression, mais même de la part de certains États membres, et ça a été le cas du Royaume-Uni, et ce n'est pas pour rien qu'ils sont sortis, on a pu réduire l'intégration européenne où cette opération a une finalité économique. Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de marché, je vous parle de production, je vous parle d'utilisation. Mais en réalité, ce n'est pas la fin. En réalité, c'est le moyen. Parce que justement, si on se souvient de la déclaration Schuman, ce n'est pas
business is business. C'est pas on va faire de l'économie pour de l'économie. C'est pas ça. L'approche libérale de Schuman, de dire on va intégrer, donc d'abord le charbon et de l'acier, mais on va intégrer économiquement. C'est en réalité pour servir un but qui n'est pas économique. Dans la déclaration Schuman, le but ultime, c'est la paix. Et la paix dans le monde, d'ailleurs, pas simplement sur le continent européen. Okay ? Mais l'idée, c'était, soyons intégrés économiquement, ça va faire naître une solidarité économique, et cette solidarité économique va rimer avec une solidarité politique. Mais en réalité, l'objectif, c'est la solidarité politique. Ce n'est pas la solidarité économique. Vous voyez ? Et donc, c'est en ça que c'était aussi révolutionnaire, parce qu'à l'époque, en face, quand je dis en face, c'est quasi littéral, on avait le Royaume-Uni qui prêchait exactement l'inverse. Le Royaume-Uni qui prêchait « soyons en paix, on pourra faire plus de commerce ». Ça, c'est les théories libérales économiques, donc Adam Smith, que l'on connaît. Hein, où on fait plus de commerce quand on est en paix, on fait plus de commerce avec ses voisins, etc. etc. Là, Schuman renverse la table. Il se dit « non, il ne faut pas être en paix pour faire plus de commerce et avoir plus d'argent. En réalité, il faut justement faire du commerce et c'est ça qui va amener la paix. » Et donc, cette philosophie-là, elle va imprégner l'intégration communautaire. Elle va imprégner l'intégration communautaire avec l'idée que plus on s'intègre économiquement, plus les domaines économiques sont grands et sont intégrés, plus on va être solidaire, mais solidaire politiquement. Et ça va réussir. Alors, on va, dans les années 70-80, jusqu'au début des années 90, constater au sein de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, une explosion du commerce qu'on va appeler intracommunautaire, avec un enrichissement des pays européens. Et donc, un vrai succès d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue politique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les communautés européennes avaient avant tout une réalité qui pouvait paraître évidente d'un point de vue économique sur le symbole CE, sur, je sais pas, les bouteilles d'eau ou sur tout bien de consommation, mais finalement, le politique était indirect. Et puis, en 1992, justement, les États membres se font ce constat-là, font le constat du succès économique. Mais est-ce que ce n'est pas l'heure, justement, d'aller dans la phase 2, dans la phase plus loin, dans la phase qui était suggérée, en tout cas qui constituait l'objectif ultime par Robert Schuman? Et c'est là que l'Union européenne, le traité sur l'Union européenne est signé en 1992 à Maastricht. Le traité sur l'Union européenne a été adopté par référendum en France. Et le traité sur l'Union européenne, c'est ça. Le traité sur l'Union européenne, c'est tout simplement la philosophie qui est la suivante. On a réussi d'un point de vue économique, mais ça, c'était jamais la fin, c'était le moyen. Donc, passons à ce qui nous reste à faire. Et c'est le traité de Maastricht qui va introduire, via l'Union européenne, qui vient s'ajouter aux communautés. L'Union européenne, elle s'ajoute aux communautés européennes et elle contient des éléments qui ne sont pas économiques. Qu'est-ce qu'on décide dans le traité de Maastricht? On décide de l'euro. Alors la monnaie, ça dépasse l'économie. La monnaie, c'est encore autre chose. Vous allez me dire, bon, il y a encore un lien avec l'économie. Oui, bon, d'accord. Bon. OK, c'est pas tout. La citoyenneté européenne. La citoyenneté européenne, elle est créée en 1992. C'est depuis 1992 que sur nos passeports, sur nos cartes d'identité, il y a Union européenne, citoyen de l'Union européenne. La citoyenneté européenne avec des droits qui ne sont pas économiques, qui sont politiques. Vous savez qu'en tant que citoyen européen, nous pouvons nous présenter aux élections, par exemple, pour être maire de Turin. On peut voter aussi là-bas si on se trouve lors des élections européennes ou des élections locales à Turin. Et le maire de Chambéry pourrait être un Italien, un Allemand, un Croate, etc., etc. Bon, ça, on le doit à la citoyenneté européenne, par exemple. Qu'est-ce qui nous arrive aussi en 1992 à Maastricht? On décide d'une politique extérieure commune. L'Union européenne face au reste du monde. Jusqu'ici, l'Union européenne face au reste du monde, c'était les communautés européennes et c'était un grand marché. C'était le commerce international. À partir de 1992, on assume que non, il y a plus que ça. On assume une politique étrangère
avec les instruments d'une politique étrangère. Alors oui, on ne va pas jusqu'à créer une armée européenne, ça, c'est en train de se créer petit à petit, mais on l'envisage. On dit, le traité dit ça, politique extérieure de sécurité commune, qui comprend à terme la définition d'une politique de défense. Donc on n'exclut pas non plus, mais c'est encore trop tôt pour que ce soit vraiment concret. Donc tous ces éléments-là, on pourrait en rajouter d'autres d'ailleurs qui ne sont pas de nature économique. On a aussi la coopération dans le domaine, par exemple, de la police, la coopération dans le domaine de la circulation des actes judiciaires, etc., etc. Vous voyez, là, on fait un grand pas en avant en 1992 en décidant que finalement l'intégration et la coopération, ça va continuer. On va continuer. Et puis là, on met vraiment un pied dans tout ce qui est politique. Et donc, en 1992, l'Union européenne, pour ses aspects beaucoup plus politiques, est créée, mais elle s'ajoute aux communautés. Donc, on a les communautés qui subsistent, et on a un étage en plus qui est l'Union européenne, ce qui rendait les choses un petit peu compliquées. Et c'est pour ça qu'en 2009, le traité de Lisbonne, qui est adopté en 2007 et qui rentre en vigueur en 2009, simplifie tout ça. Les communautés formellement en fait sont absorbées par l'Union européenne et donc il n'y a plus que l'Union européenne qui existe. Aujourd'hui, si on veut être rigoureux d'un point de vue linguistique, on ne parle plus des communautés européennes. Et si vous entendez déjà un journaliste parler des communautés européennes, là, vous pouvez vous dire que c'est un journaliste qui ne s'est pas mis à jour depuis 2009, quand même, 2009. Mais on entend encore ça. Ou le terme communautaire aussi. Okay, donc ça, c'est un signe. Ou quand vous entendez aussi un homme politique parler de la communauté européenne ou des communautés européennes, là, vous devez dire, ah bon, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément son sujet. Depuis 2009, on ne parle que de l'Union européenne et ça comprend, ça a absorbé les communautés européennes. La seule chose, c'est qu'on a laissé l'énergie atomique à part. C'est l'Euratom, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Euratom, on l'a laissé à part. Okay, donc, de 1950 à 2009, pour finir sur ce propos un peu introductif, on a une double dynamique. On a une dynamique d'approfondissement et d'élargissement. L'approfondissement de l'intégration, elle se fait car on couvre de plus en plus de domaines. Alors attention, il ne faut pas s'imaginer une Commission européenne qui serait un peu avec des tentacules et qui va récupérer de plus en plus de choses sans qu'on lui donne. On a des traités successifs. On a le traité d'Amsterdam, on a le traité de Nice, on a le traité de Maastricht, on l'a évoqué. À l'occasion de ces traités-là, les États, à chaque fois, se réunissent autour de la table et décident d'aller plus loin, de couvrir d'autres domaines. Donc, les États enregistrent les avancées qui sont faites dans l'intégration européenne et la relancent systématiquement. Ça a été le mouvement. Et des domaines qui n'étaient pas prévus au départ vont être couverts de plus en plus par l'intégration européenne. Et aujourd'hui, l'intégration européenne touche quasiment tous les domaines. Ça, c'est la dynamique d'approfondissement. Et la deuxième dynamique, c'est la dynamique d'élargissement. Donc là aussi, j'ai commencé mon propos en parlant de 6 États fondateurs. Aujourd'hui, on est 27. Voilà. Il y a eu, j'allais dire, le détour du Brexit, parce qu'on a été, finalement, le Royaume-Uni a fait partie de l'Union européenne et puis il l'a quitté. Mais on voit bien de 6 à 27 que cette dynamique-là, cette dynamique d'élargissement, donc, elle est réelle et surtout, elle est toujours en cours. Comme je vous le disais sur la diapositive précédente, vous avez ici en bleu clair les États qui sont officiellement candidats. Bon, il y en a certains dont l'issue de la candidature, elle est très, très, très suspendue, comme la Turquie en ce moment. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on voit vraiment la Turquie adhérer à l'Union européenne ? Bon, on pourrait en débattre, mais pour d'autres États, notamment les États de l'ex-Yougoslavie, on est quand même dans un processus assez avancé et qui fait assez consensus. C'est-à-dire que le jour où on jugera que ces États qui sont prêts, après tout, on a déjà la Croatie et la Slovénie dans l'Union européenne. Alors pourquoi pas aussi les autres ex-républiques yougoslaves. L'Ukraine étant un sujet à part, comme vous le savez. Donc, une fois qu'on a souligné ça par rapport à l'université européenne,
l'idée, c'est aussi de bien comprendre le sujet, et pour ça, il faut juste faire un détour par les compétences européennes. Qu'est-ce que ça veut dire, les compétences européennes ? Vous vous souvenez ce que j'ai dit, la déclaration Schuman, c'est l'idée qu'on va confier une mission à une haute autorité. Okay ? Et cette haute autorité, elle va ensuite exercer sa mission en imposant des décisions. Ce mécanisme-là, ça, c'est le mécanisme de l'Union européenne. L'Union européenne, elle ne fait pas tout ce qu'elle veut. Elle ne décide pas tout ce qu'elle veut. L'Union européenne, c'est toujours ce mécanisme-là. On lui confie un mandat et elle exécute ce mandat. Quand je dis on lui confie un mandat, les États lui confient un mandat. Les États lui confient une mission. Alors, où elle se trouve, la mission aujourd'hui, elle se trouve dans les traités européens, le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On est à 50 articles plus à peu près 350 articles, donc 400 articles. Voilà. Donc c'est un mandat qui est un peu long. Okay. Ce que je vous disais, phénomène d'approfondissement. Mais ça reste un mandat. Okay. Ça veut dire que l'Union européenne, on lui a confié une mission. Et l'Union européenne, pour qu'elle remplisse sa mission, elle a donc des moyens. Les États lui confient une mission et elle a des moyens. Elle a des compétences. Okay. Et les compétences de l'Union européenne pour remplir ce mandat, elles sont de 3 ordres. C'est celle qui s'affiche. Le degré d'intervention de l'Union européenne n'est pas le même. La compétence exclusive de l'Union européenne, la première compétence, c'est quand l'Union européenne, elle intervient en substitution totale des États. C'est-à-dire que les États se sont complètement effacés et ont confié pour un certain domaine à l'Union européenne d'agir, et c'est que l'Union européenne qui agit. C'est très limité, c'est la compétence la plus élevée en termes de degré d'intégration, puisque l'Union européenne remplace les États, mais c'est très limité contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc je vous donne un exemple, la politique européenne de la concurrence. On a tous entendu, vous savez, la Commission européenne inflige une amende record à Google, à Meta, toutes les grandes entreprises, notamment américaines, parce qu'elles ne respectent pas le droit européen de la concurrence. Bon, bah ça, c'est que l'Union européenne qui peut le faire. Les États lui ont transmis en fait la compétence dans le droit européen de la concurrence. Il y a aussi d'autres domaines comme la politique internationale du commerce, la politique commerciale commune. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, là, on a beaucoup parlé encore de l'accord commercial avec le Mercosur. Vous vous souvenez ça ? C'est un accord commercial entre les pays du Mercosur, donc d'Amérique latine, et l'Union européenne. Entre l'Union européenne comme bloc commercial et le reste du monde, c'est uniquement l'Union européenne qui négocie. Il n'y a pas d'accord commercial entre la France et le Chili, entre la France et le Brésil. Il y a cet accord commercial qui est en train d'être négocié entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Vous voyez ? L'idée, c'est ça, c'est l'Union européenne qui s'est substituée dans ce domaine-là aux États membres et qui représente tous les États membres. Bon, alors, on ne va pas faire les 6 domaines, mais l'idée, c'est que ces domaines, ils sont assez limités. La deuxième type de compétence, c'est la compétence partagée. La compétence partagée, c'est celle qui est la plus commune, c'est celle qui est la plus courante. Et pour la compétence partagée, les États et l'Union européenne agissent. Donc les États agissent, ils adoptent des politiques, ils adoptent des lois, ils adoptent des règlements, ils ont des actions, tout type d'actions politiques et publiques que l'on peut imaginer, l'État, les collectivités. Et puis si l'Union européenne décide d'agir, alors les États doivent lui réserver la place et surtout doivent respecter son action. Les États ne peuvent pas aller à l'encontre de l'Union européenne. Mais de base, par principe, ce sont les États qui agissent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compétence partagée. Et ça, c'est la compétence qui est la plus courante et qui couvre beaucoup de domaines, y compris des domaines au quotidien. Bon, bah, par exemple, dans l'environnement, c'est une compétence partagée. Dans la protection des consommateurs, c'est une compétence partagée aussi. Et puis enfin, il y a le 3e degré de compétence qui est la compétence de soutien et de coordination. Alors là, la compétence de soutien et de coordination, c'est la compétence qui est le plus bas dans le degré d'intervention européen.
Pourquoi c'est la plus basse? Parce que le mécanisme est celui-ci. Les États adoptent des politiques publiques et après, ensuite, l'Union européenne peut venir soit coordonner leurs politiques, mais coordonner, pas plus, ou soutenir ces politiques. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir la politique? Bon, très majoritairement, 95% des cas, c'est un soutien financier. Donc finalement, l'Union européenne débloque de l'argent pour soutenir les politiques, mais qui sont les politiques mises en œuvre par l'État, des politiques qui sont étatiques. Et on va donner un exemple. Instinctivement, si je vous pose la question, et si on est là ce soir pour se poser la question, l'enseignement supérieur, est-ce que c'est la compétence exclusive? Est-ce que c'est la compétence partagée? Est-ce que c'est la compétence de soutien et de coordination? On pourrait faire comme si on était dans un cours et que j'interrogeais mes étudiants, mais nous ne sommes pas dans un cours, donc je vais vous donner la réponse tout de suite. Eh bien, on est dans la troisième catégorie. On est dans le degré d'intervention le plus faible de l'Union européenne. On est donc dans le mécanisme où les États agissent et l'Union européenne, elle arrive après en soutien ou en coordination, et notamment avec un soutien financier. Et quand je vous ai dit, on va donner un exemple, c'est l'exemple d'Erasmus. Le programme Erasmus, c'est le programme de soutien à la mobilité des étudiants, mais aussi des enseignants et du personnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les étudiants ou les membres de la communauté académique qui partent en mobilité, vous savez ces chiffres que je vous ai donnés au tout début, ils reçoivent un soutien financier, une bourse Erasmus, un soutien financier de la part de la Commission européenne. Alors la Commission européenne verse le soutien à l'université qui le reverse à l'étudiant, mais peu importe. Donc là, vous avez compris le mécanisme. On a une université nationale, des étudiants nationaux, des professeurs nationaux qui décident de voyager dans l'Union européenne. Et donc, grâce à cette action nationale d'acteurs nationaux, on a un soutien européen. Donc c'est ça la compétence de soutien et de coordination. C'est dans ce cadre-là en fait que nous on va inscrire justement notre réflexion. La politique européenne de l'éducation et de l'enseignement supérieur, c'est donc dans ce troisième type de compétence. Et d'ailleurs on pourrait le dire tout de suite, c'est pour ça que ce n'est pas la Commission européenne qui décide du programme des manuels scolaires, ce n'est pas la Commission européenne qui décide du recrutement des enseignants-chercheurs, etc. etc. Okay. Le soutien de l'Union européenne, il passe par plusieurs choses. C'est un soutien qui est éminemment financier. Là, j'ai parlé du soutien à la mobilité. On va juste mentionner qu'il y a deux types de soutien. Il y a notamment un soutien à la recherche, mais c'est la même chose. On va le détailler plus tard. C'est l'idée qu'il y a des fonds européens supplémentaires qui sont disponibles pour la recherche, mais que les acteurs de la recherche sont éminemment des acteurs nationaux. Est-ce que tout va bien jusqu'ici ? Sur ces éléments. Bon, l'idée, c'est qu'on donne des billes là pour bien comprendre ce dont on va parler, parce que on va parler d'université européenne, mais on va se poser la question, une université européenne, mais pourquoi faire? Alors, comme je vous le disais en introduction quand je me présentais, à la faculté de droit, on a participé à un programme de recherche, à des recherches sur justement ces thématiques-là, sur l'université européenne. Et donc, dans le cadre de nos activités de recherche, vous savez, quand on fait de la recherche en droit, surtout c'est un peu quand en sciences humaines et sociales, on ouvre des bouquins, on lit des articles, on se réunit entre nous, on débat, ensuite on fait la synthèse. Voilà. Et puis, on conduit des interviews aussi. On va voir les acteurs et puis on essaye de confronter nos analyses un peu au ressenti, notamment des acteurs politiques. Et donc, on a voulu être reçu par le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur. Et la directrice de cabinet nous a reçus, et je me souviendrai toujours, parce que donc elle était très très intéressée par nos recherches à plusieurs titres. Mais on a commencé la réunion. Elle nous a salués et elle nous a posé cette question.
Mais pourquoi faire? Mais pourquoi vous êtes là? Voilà. Et donc, c'est vrai que c'était une façon pour nous de remettre l'église un peu au centre du village et de nous poser, oui, c'est bien, parce que des fois, quand on fait de la recherche, on oublie de se poser un peu les vraies questions. Puis là, du coup, c'était la question à se poser, mais université européenne, pourquoi faire? C'était marrant, hein, parce qu'on le ministère français de l'enseignement supérieur est très en faveur de l'université européenne. Alors, pourquoi être en faveur de l'université européenne? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, un certain Emmanuel Macron, qui a été élu depuis peu, prononce un discours à la Sorbonne, le fameux discours de la Sorbonne sur la souveraineté européenne. Vous savez, c'est à partir de là, on va beaucoup parler de souveraineté européenne. Ce discours, Emmanuel Macron appuie sur l'idée que l'Union européenne doit prendre en main son destin, doit être souveraine. Et il essaie un peu de relancer comme ça la dynamique européenne et il propose des actions. Parmi les actions concrètes qu'il propose, c'est l'université européenne, la création de l'université européenne. La Commission européenne, alors vous savez, la Commission européenne fait rarement preuve d'un courage politique démesuré et elle est avant tout une institution qui essaye de faire un peu la synthèse, j'allais dire, des courants politiques, le consensus, et puis aussi la synthèse des dynamiques politiques au sein de l'Union européenne. Donc, en entendant ça, en 2018, la Commission européenne se saisit un peu du sujet et elle lance une initiative. L'initiative pour les alliances universitaires européennes. Les alliances universitaires européennes, elles visent à, alors je la cite sur la Commission européenne, favoriser une coopération structurelle, stratégique, durable entre les établissements d'enseignement supérieur. Alors qu'est-ce que c'est l'idée? L'idée, eh bien, on est là dans la préfiguration d'une université européenne. On va le voir. Pourquoi on ne peut pas créer une université européenne comme ça d'un coup? Par contre, on peut essayer de créer ce qui pourrait ressembler à une université européenne pour avoir des actions, justement, ce que pourrait faire une université européenne. Et c'est là où on a cette initiative 2018 visant à créer des alliances universitaires. Donc, des alliances universitaires, c'est quoi? Une alliance entre un petit groupe d'universités, une dizaine, et ce petit groupe d'universités va se renforcer, coopérer structurellement, comme si on faisait émerger une pré-université européenne. L'université Savoie-Mont-Blanc, on a pris le train dès qu'il est parti de la gare. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le train passer, okay. Bien au contraire. Et en 2020, on a fondé, avec d'autres partenaires, une alliance universitaire qui s'appelle UNITA. Et là, vous comprenez pourquoi sur tout le matériel, et même que vous voyez dans la salle, sur la scène, et tout, partout, il y a le logo d'UNITA. Parce qu'on est membre d'UNITA. UNITA, comment nous... Alors, bon, je ne vais pas tout vous raconter d'UNITA, mais pour que vraiment vous compreniez ce que c'est UNITA, et vraiment l'Alliance universitaire européenne, parce que c'est le cœur de notre sujet. UNITA, elle rassemble 10 établissements. Vous les voyez hein, sur la carte. 10 membres, et puis on a aussi des membres associés qui ont la particularité de ne pas être dans des États qui sont membres de l'Union européenne, puisqu'on a un partenaire associé qui est en Suisse, l'HESSO, qui est donc la haute école en études de sciences sociales de la Suisse occidentale. Et puis, on a CNUC, qui est l'université ukrainienne, Je ne sais pas si vous arrivez à voir le positionnement un petit peu des membres d'UNITA, mais il y a quelque chose, parce que je sais que vous connaissez la géographie européenne par cœur, et donc il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, c'est que tout, et parce que ça c'est un de nos axes identitaires, parce qu'il a bien fallu se choisir, comment on se choisit pour fonder une alliance. Bon, on s'est choisi parce qu'on coopérait déjà ensemble, hein, on faisait déjà des choses ensemble, mais pas que ça, hein, on s'entendait bien, mais pas que ça, il fallait quand même un axe identitaire, il faut savoir qui on est, quoi. Un des axes identitaires, c'est que ce sont toutes des universités, des établissements universitaires à la montagne ou, en tout cas, dans une zone montagneuse. On a notamment les Pyrénées, les Alpes et les Carpates. Hein.
C'est pour ça que deuxième axe identitaire d'UNITA, donc le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Suisse romande, donc là où on parle français, la Roumanie, c'est un peu moins vrai avec l'Ukraine, même pas du tout vrai, mais en fait, le deuxième axe identitaire, tous ces pays-là qu'ont-ils en commun? Et les établissements universitaires, ce sont des pays de langue romane, de langue latine. Le portugais, l'espagnol, l'italien, le français, le roumain sont des langues latines, des langues romanes. Okay, donc ça, c'est notre deuxième axe identitaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a fondé l'Alliance. L'Alliance UNITA. Et justement, quelles actions? Alors, c'est encore assez récent, hein, 2020, mais on a maintenant un peu de recul pour vous présenter comme ça quelles sont les actions qui préfigurent l'Université européenne. Alors, dans UNITA, cette coopération structurelle, elle a pris la forme de tout, finalement, à tous les étages, dans toutes les dimensions des activités d'enseignement et de recherche. Donc, on a tout d'abord une mobilité qui est accrue, qui est renforcée et qui est facilitée entre les partenaires d'UNITA. Il est plus simple de se rendre visite, par exemple en tant que professeur et enseignant, et pour les étudiants également. Et d'ailleurs, des actions spécifiques, des actions de mobilité, notamment des mobilités de courte durée, des mobilités de quelques jours, hein, qu'on appelle, et puis qui comportent aussi une partie en hybride, sont possibles au sein d'UNITA. Donc, on circule plus entre membres de la communauté UNITA, les enseignants, les étudiants. Au niveau de la recherche, on commence à peine, mais ça y est, UNITA, donc notre alliance, a défini des axes de recherche. Ils sont au nombre de 6, si je me souviens bien. Donc, dans les axes de recherche, on a typiquement l'économie circulaire, on a le patrimoine culturel. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les énergies vertes. Okay. Donc ça, c'est quoi? C'est toujours avec cette idée d'argent supplémentaire. C'est UNITA qui est financé par l'Union européenne, qui reçoit de l'argent, et cet argent-là, on le met à disposition de chercheurs qui constitueraient une équipe au sein d'UNITA, un Italien, un Français, un Portugais, un Espagnol, un Roumain. Hop, on va faire une recherche sur les énergies vertes, par exemple. Vous voyez? Et donc, à tous les niveaux, on a ces actions UNITA qui se mettent en place et qui rajoutent quelque chose. On a dorénavant un catalogue de cours UNITA où les étudiants, qu'ils soient donc à Turin, qu'ils soient à Saragosse, qu'ils soient à Timișoara, qu'ils soient à Chambéry, peuvent s'inscrire à un cours et suivre un cours et obtenir parfois, c'est possible même, des crédits en conséquence, avec un prof ou plusieurs profs qui sont derrière. Donc, par exemple, ce qui a très bien marché, les années précédentes, on a des cours UNITA sur la citoyenneté européenne, qui étaient suivis par plusieurs étudiants. Alors, ce que je vous ai dit sur UNITA, sur l'axe identitaire, sur les langues romanes, on a fait aussi, nous, le choix à UNITA de ne pas basculer au tout en anglais. Et par exemple, on a un projet de diplôme qu'on espère va bientôt voir le jour. Le premier diplôme UNITA dont on parle serait un diplôme, une licence en administration des affaires, 3 ans. Première année dans une université dans un pays, deuxième année dans une autre université dans un autre pays, dans une autre langue, troisième année dans une autre université dans un autre pays, dans une troisième langue. Avec l'idée qu'on ne maîtrise pas, et les étudiants ne maîtrisent pas toutes 3 langues latines, suivant ils en maîtrisent une, voire une deuxième, et bien que pendant les 2 premières années, on va apprendre à l'étudiant la deuxième langue et la troisième langue. Et que la deuxième année, on va insister sur la troisième langue. Donc, un parcours d'études en plusieurs langues, sur plusieurs campus, dans plusieurs États. Donc voilà ce qui préfigure l'université européenne. Voilà les actions très concrètes d'une université européenne.
Aujourd'hui, ces alliances, parce que là j'ai parlé d'UNITA, mais on pourrait, bon, je parle de ce dont je vous connais, parce que puis de toute façon on est concerné, puisque c'est l'USMB. Il n'y a pas que UNITA. Hein. L'initiative de la Commission européenne, elle a eu un certain succès. Aujourd'hui, il y a 64 alliances dans l'Union européenne qui regroupent 530 établissements. Alors, il y a deux façons de voir les choses. 530 établissements européens, c'est 10% des établissements de l'Union européenne. On pourrait dire 90% des établissements européens ne sont pas réunis sous une alliance, ne font pas ce que l'on fait. Okay. Attention, quand on regarde plus précisément, vous savez, une université, un établissement universitaire, c'est une réalité qui est multiple. La petite école de commerce privée qui a 200 étudiants, c'est un établissement universitaire comme l'USMB, comme la Sorbonne. D'accord ? Donc, il faut regarder, être un petit peu plus fin que ça. Et quand on regarde, on voit que les grands acteurs du domaine, les acteurs principaux, se sont tous réunis dans une alliance. Donc, l'USMB a été assez finalement visionnaire, mais que ça correspond aussi finalement à l'ADN, parce que vu la région, on a toujours eu finalement des partenariats européens qui étaient à la fois assumés assez forts. L'idée, c'est que les acteurs vraiment du domaine, les acteurs principaux, ont vraiment saisi, hein, et il y a vraiment une dynamique d'emballement par rapport aux alliances universitaires. Les alliances universitaires qui ne se sont pas toutes structurées comme UNITA. Nous, à l'USMB, on a aussi la chance d'avoir un vrai positionnement identitaire. Je sais vous expliquer ce que c'est UNITA, je sais vous dire on partage des langues romanes et puis on est toutes des universités à la montagne. Okay. Alors ça peut faire sourire, mais c'est quelque chose qui est visible. C'est même dans le logo d'UNITA, vous l'avez vu, un logo en forme de montagne. Bon, il y a certaines alliances universitaires où c'est un mariage de raison et il n'y a aucune identité, sauf que c'est des grands établissements. On va retrouver l'université de la Sorbonne, avec l'université de Varsovie, avec l'université de Louvain, parce que c'est des grosses universités. Voilà. Nous, on a la chance d'aller un petit peu plus loin en fait dans la philosophie. Juste pour finir peut-être sur UNITA, pour vous donner aussi une idée. Le passage de finalement être tout seul, un établissement national, à être dans une alliance universitaire, et peut-être demain une université européenne. L'université Savoie-Mont-Blanc, c'est 15 000 étudiants. On est plutôt une petite université à l'aune nationale. On n'est pas la plus petite, hein. On n'est pas du tout la plus petite. Mais, voilà, on n'est pas 50 000. Aix-Marseille, c'est plus de 300 000 étudiants, hein, par exemple. Okay. Bon. Eh bien, UNITA, c'est 250 000 étudiants. Nous tous ensemble, on fait 250 000 étudiants. Eh bien, par rapport au rayonnement, notamment international, c'est différent. On est vu différemment. Parce que quand on se présente chez un partenaire international, quand on est à Montréal, quand on est à Shanghai, quand on est à Bogota, on n'est pas simplement USMB, on n'est plus simplement USMB. Maintenant, on est UNITA. Parce que chaque membre de l'Alliance parle au nom des autres membres de l'Alliance. Ce qui préfigure aussi l'idée que les universités européennes pourraient peser encore plus dans le schéma de l'enseignement supérieur mondial. Alors c'est ça qu'aime le ministère de l'enseignement supérieur français notamment, c'est cette idée de belle visibilité à l'international. Bon, pour nous, c'est juste une externalité positive. UNITA n'a pas été créée pour ça, mais par contre, c'est un bénéfice qu'on peut en retenir. Alors, je vais vous parler de mobilité qui sont accrues. C'est vrai que les détracteurs pourront dire mais la mobilité, les échanges d'étudiants, les échanges de professeurs, ça peut se faire sans université européenne, ça peut se faire sans alliance universitaire. C'est vrai. Mais là, l'idée, c'est qu'on est sur du plus-plus. On est sur du plus rapide, du plus automatique. Et avec cette idée de structurer la coopération, ça devient de plus en plus
un réflexe de se dire bah, je ne vais plus faire mon cours tout seul, je vais peut-être en parler à mon collègue qui est à Turin ou qui est en Roumanie. Je ne vais plus envisager mon projet de recherche tout seul non plus. J'ai forcément quelqu'un que j'ai connu lors d'une mobilité ou lors d'une manifestation, parce qu'on fait beaucoup de manifestations ensemble. Et donc, c'est vraiment, ça alimente beaucoup l'aspect européen de notre travail de tous les jours et des enseignements pour les étudiants. C'est ça aussi l'idée. Le siège de UNITA, excusez-moi, est à UNITO, c'est à Turin. Okay, c'est là où il y a le siège d'UNITA. Il y a une autre question qu'on peut poser aussi. Enfin, pas une autre question. Il y a une autre réponse qu'on peut donner. Finalement, à l'université européenne, pourquoi faire? Et c'est aussi ce que préfigure un petit peu UNITA. Une réponse simple peut être donnée avec ce qu'on a dit en introduction. C'est une garantie supplémentaire aussi dans le cadre de l'intégration européenne. L'intégration européenne qui est une dynamique qui se poursuit. Alors, je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà mentionné, c'est vrai que même dans les médias, on a tendance à mettre en avant les dissonances européennes. Pourtant, l'intégration européenne, la dynamique, elle est toujours en cours. On peut toujours la voir sur plein de sujets. Le problème, c'est qu'elle est devenue, enfin, ça fait partie de notre quotidien. Le billet d'euro dans le portefeuille, le fait qu'on puisse aller extrêmement librement, très très librement à Turin justement, passer les frontières, consommer, je ne sais pas, de la feta grecque sans avoir à payer de droits de douane. On est tellement habitué qu'on ne le voit plus, mais c'est quelque chose quand même de réel. Et l'université européenne, ça s'inscrit dans cette dynamique. C'est aussi une garantie supplémentaire, alors pour nous enseignants-chercheurs, mais aussi pour les étudiants, finalement, d'être éduqués, de recevoir une formation avec cette dimension européenne, d'être une année sur un campus, un semestre sur un campus, un semestre dans un autre campus, d'avoir un enseignement dans une langue, un semestre dans une autre langue. On appuie vraiment sur cette dimension européenne. Et c'est là où on dépasse le simple aspect très, j'allais dire, fonctionnel. On pourrait se dire, oui, mais enfin, il y a déjà un programme Erasmus, pourquoi avoir autre chose? C'est vraiment quelque chose, l'idée d'une intégration finalement européenne qui est supplémentaire avec une exposition à la différenciation et à la différence culturelle qui peut renforcer aussi le sentiment européen, l'appartenance à l'Union européenne et la citoyenneté européenne. Bon, une fois qu'on a donné un petit peu cet exemple d'UNITA, des alliances universitaires, de ce qu'on fait déjà, de ce qu'on pourrait faire grâce à l'université européenne, il faut se poser aussi la question, université européenne, comment faire? Comment est-ce qu'on fait ça? L'idée, donc, elle est séduisante, mais aujourd'hui, il y a quand même des obstacles qui demeurent à la création d'une université européenne. Le premier obstacle est l'obstacle juridique majeur, et on en revient à ce que je disais dans la première partie, c'est pour ça qu'on a insisté un petit peu, c'est le degré de pouvoir et de compétence de l'Union européenne. Vous vous souvenez, on est dans le degré numéro 3, qui est le degré qui est là. L'Union européenne ne peut pas créer quelque chose dans l'enseignement supérieur. Elle intervient pour coordonner et soutenir. Ah oui, ça c'est l'obstacle. Puisque, qu'est-ce que ça veut dire? Si on cherche à créer une université européenne, le premier réflexe que l'on va avoir, c'est de chercher un instrument juridique européen. De se dire, on va chercher dans le droit européen un instrument juridique qui nous permet de créer l'université européenne. Oui, mais le droit européen, pour le coup, ne peut pas prévoir ça, puisque l'Union européenne n'a pas cette compétence. Donc, bon, on essaye d'avancer. L'Union européenne ne peut pas créer un instrument juridique spécifique pour une université européenne. Elle ne peut pas créer, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des instruments juridiques qui seraient déjà présents, qui seraient déjà qu'on peut mobiliser et qu'on peut utiliser pour l'université européenne? Alors, pour les alliances universitaires, c'est ce qu'on a fait, par exemple. Et nous, à UNITA,
on a décidé de créer un groupement européen d'intérêt économique. On a utilisé cet instrument européen pour pouvoir structurer juridiquement UNITA. Le problème, c'est que les instruments, il y en a d'autres, mais le problème, c'est que les instruments qui existent ne sont pas faits pour l'enseignement supérieur, pour des établissements d'enseignement supérieur. Et donc, par exemple, le groupement européen d'intérêt économique, c'est à l'origine un instrument qui a été imaginé par le législateur pour permettre aux opérateurs économiques, aux sociétés, de plusieurs États européens de créer un groupement ensemble. Mais on est ici dans une perspective commerciale. Or, l'enseignement supérieur, la plupart des choses qu'on fait à l'université échappent à cette logique commerciale. Donc vous voyez, notre groupement, il est très utile si on veut avoir des activités commerciales européennes. On peut avoir un numéro de TVA intracommunautaire automatiquement, des choses comme ça, mais c'est quand même, on se sent un peu à l'étroit dans un instrument juridique européen qui n'a pas été prévu pour les activités d'enseignement supérieur. Il y a aussi quelque chose qui nous limite dans notre groupement européen d'intérêt économique. Eh bien, nos amis ukrainiens ou nos amis suisses ne peuvent pas être des partenaires à part entière, puisque le groupement européen, il est conçu pour s'appliquer uniquement dans l'Union européenne et pas hors de l'Union européenne. Et nous, on est une université ouverte, on veut garder des liens avec nos voisins, notamment des voisins suisses, on voudrait qu'ils soient avec nous dans l'Alliance. Alors, on se comporte dans les réunions comme s'ils sont déjà dans l'Alliance, mais en réalité, d'un point de vue juridique, ils ne peuvent pas prendre part au vote, ils ne peuvent pas vraiment, ils ne sont que des partenaires associés. Donc vous voyez ici, on voit bien les limites où, pour l'instant, on veut créer une université européenne, mais puis on n'a pas l'instrument juridique européen. Alors, on peut mobiliser, alors vous dire, mais peut-être qu'on peut prendre on peut peut-être prendre un instrument juridique national, créer une université européenne, par exemple en France, avec un statut et prendre un instrument juridique national et puis l'utiliser. Oui, on peut. Et d'ailleurs, il y a certaines alliances universitaires qui utilisent, par exemple, qui sont juridiquement une association de droit national belge, par exemple. Il y en a certaines qui sont situées, dont le siège est situé en Belgique, puis c'est une association de droit belge. Oui, mais là encore, j'allais dire, la part la plus décevante, c'est qu'on cherche à créer une université européenne avec une dimension européenne et puis qu'on en est réduit à utiliser un instrument national avec une dimension nationale et des règles nationales. Il y a une tension entre l'objectif et les moyens. Et malheureusement, c'est là où on en est. Alors, à supposer que cet obstacle juridique majeur puisse être enjambé, et c'est grâce à ça que nous, on fait de la recherche et on est sur le point de trouver la solution, mais bon. À supposer ça, il y a d'autres obstacles juridiques qui sont potentiels. Il ne suffit pas simplement de trouver l'instrument juridique pour créer l'université, parce que l'université, elle aura ensuite des activités, puis l'université, c'est une communauté humaine. Il y a des étudiants, il y a des enseignants, il y a des chercheurs. J'ai commencé par ça en vous montrant les chiffres. Oui, mais si on a une université européenne, ça va être compliqué si les étudiants n'ont pas le même statut partout, si les enseignants n'ont pas le même statut partout, si les chercheurs n'ont pas le même statut partout. Et ça, on est encore loin d'avoir ne serait-ce qu'une harmonisation sur le sujet. Oui, parce qu'on en revient toujours à la même chose. Vu que l'Union européenne n'a pas de compétences dedans, je vous disais que ce n'est pas l'Union européenne qui va définir les programmes, mais ce n'est pas l'Union européenne qui définit non plus ce que c'est un étudiant, s'il a le droit de travailler ou pas, par exemple, plus ou moins de 20 heures. La seule chose que l'on sait, c'est que les étudiants européens, ils ont le droit de circuler. Hormis ça, et ils ont le droit, on ne peut pas les discriminer les uns par rapport aux autres. Mais hormis ça, le statut de l'étudiant n'est pas le même d'un État à un autre. Le statut de l'enseignant n'est pas le même d'un État à un autre. Et je ne parle même pas des rémunérations, mais il n'y a pas que ça. Okay. Donc, il y a ça, et puis il y a tout le reste aussi, il y a plein de choses. Les activités de recherche d'une université supposent, par exemple, une protection juridique, la protection juridique des données, la protection juridique des résultats de recherche. Ce n'est pas partout pareil en Europe. Est-ce qu'on peut créer une université européenne sans avoir un alignement en fait, des législations nationales avant ?
Ça, c'est quand même des questions, questions qu'on se pose quand on envisage concrètement l'université européenne. Et puis finalement, ces questions, elles nous conduisent à une interrogation qui pas finale, mais tout simplement, on se dit, mais est-ce que la méthode est la bonne? Est-ce que, au lieu de se poser la question de l'université européenne, il ne faut pas se poser la question avant des activités universitaires européennes? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de diplôme européen. On n'a pas de diplôme européen, et ça, c'est un chantier, c'est une initiative qui a été lancée par la Commission européenne en même temps que les alliances universitaires. Alors, je vous ai dit, les alliances universitaires, il y a une dynamique comme ça, il y a un engouement de la part de la communauté scientifique universitaire, celle qui compte, les acteurs principaux. Mais sur le diplôme européen, on n'a pas beaucoup avancé. Il n'y a pas de diplôme européen qui existe. Il y a des systèmes de reconnaissance, de double diplôme, de codiplomation. Les universités se mettent ensemble pour un programme par 2 universités. Mais un diplôme européen, ça n'existe pas. Parce que toujours la même chose, pas de compétences européennes. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer d'abord ça et avancer sur ce sujet-là avant de se poser la question de l'université européenne? Alors, c'est vrai qu'on pourrait répondre à ça. Certes, une fois que l'université européenne sera créée, ce sera quand même beaucoup plus simple finalement de créer le diplôme européen. Pas forcément. Pas forcément, puisque comme on a dit dans le point numéro 2, les législations nationales ne sont pas forcément alignées. Donc même si on crée une université européenne, si les législations nationales ne sont pas toutes alignées, comment on va faire pour avoir justement une dimension européenne à l'enseignement et à la recherche? Donc peut-être qu'il faudrait avancer d'abord là-dessus. Avoir un espace d'enseignement, un espace européen d'enseignement supérieur, on aurait d'abord une convergence de la communauté et puis des activités qui viendraient peut-être libérer les obstacles sur la structure juridique, finalement, l'entité juridique pour créer une université européenne. Alors, ces obstacles et ces questionnements, je vous fais part en fait de nos réflexions. Après, en tant que technicien, nous, on essaye d'apporter des réponses. La réponse, elle est technique. On a des pistes, on a quelques solutions. En revanche, ça ne peut pas remplacer le soutien politique. Et pour terminer là-dessus, quel est l'état du soutien politique? Ces initiatives, elles ont été lancées en 2018, puis en 2019, c'était sous l'ancienne, donc au début de la commission von der Leyen 1, parce que maintenant on a la commission von der Leyen 2. Ça n'a jamais été une priorité de la Commission. Ça n'a jamais été quelque chose qui a fait, les choux gras de la presse bruxelloise. Ou au Parlement européen, on n'a jamais eu des grands débats sur l'université européenne. Sans doute parce que le degré d'intervention de l'Union européenne, il est assez petit. Aujourd'hui, vous savez qu'on a eu des élections européennes au mois de juin. Vous savez qu'on a un peu une recomposition politique de l'Union européenne avec une force plus à droite et puis surtout plus à l'extrême droite et des sujets qui correspondent à cet agenda, notamment en termes de politique migratoire, notamment sur d'autres sujets. D'accord ? On a l'impression que l'université européenne, alors déjà avant c'était pas à priorité politique. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas forcément quelque chose qui va intéresser. Donc, on n'a pas d'opposition frontale. Mais en même temps, on n'a pas non plus comme un réel intérêt à porter cet agenda. Donc, à voir comment finalement les politiques au sein de l'Union européenne, les eurodéputés, la Commission européenne se saisissent du sujet. La Commission européenne en ce moment a tendance à se cacher beaucoup sur le premier point. Ah, mais je n'ai pas tout à fait la compétence, donc c'est super, mais je ne sais pas si je peux faire quelque chose. C'est un peu le discours de la Commission européenne. Puis on a les États membres, certains États membres, comme la France, qui poussent beaucoup, mais qui en même temps, en coulisses, par exemple, se demandent un peu, finalement, pourquoi faire. Donc c'est ça un peu, l'état de la question. Donc voilà, ça laisse ouvert la question. Est-ce que l'université européenne est l'université de demain ? Est-ce qu'on va assister un jour à une reconfiguration de notre espace d'enseignement supérieur? Donc, en conclusion, vous voyez la photo de cette belle jeune étudiante qui va vers l'avenir et qui va vers le diplôme européen.
Très rapidement, comment on peut conclure? Bon, on a une réelle dynamique avec les alliances universitaires européennes. On a des choses qui se passent dans cette coopération plus structurelle, plus approfondie. Je dis, on est en train de prendre, notamment dans UNITA, une dimension européenne, mais on a quand même des obstacles qui subsistent. Des obstacles où on a une réponse finalement assez technique en tant que technicien juridique. Et après, le point d'interrogation, finalement, reste sur la volonté politique qui va peut-être s'éclaircir durant ce prochain mois, durant ces prochaines années. Il est très compliqué, hein, vu la situation politique, de finalement faire des prévisions qui pourraient être sûres à 100%. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi, ça m'a intéressé de les partager avec vous. Et il est l'heure des questions et puis des réponses que je pourrais vous donner. Merci.